Les chefs de police d'Afrique centrale sont à l'école de la sécurité de la lutte contre la criminalité. Ils participent à la 14e session ordinaire de leur comité ouverte ce lundi aux affaires étrangères. Après les concertations nationales, l'heure est à l'évaluation. Dans ce journal, la réunion de la CENI avec la société civile et la réunion des délégués de la presse aux concertations avec le secrétaire général de Journalistes en danger. Vous suivrez aussi les différentes rencontres du directeur exécutif de l'UNFPA avec quelques autorités congolaises. Antenne A, le journal, Patricia Amouli, Ileka. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI a réuni lundi 7 octobre 2013 à la Maison des élections ex-Kin-Mazière toutes les structures de la société civile. Objectif, instaurer un cadre de concertation régulier pour réussir les processus électoraux en République démocratique du Congo. L'occasion était propice pour se fixer notamment sur l'application des résolutions des concertations nationales. Eric Izami, Blaise Nda pour la suite. Les concertations nationales ont été clôturées et la CENI, qui en RDC engendre les animateurs des institutions, passe déjà à l'action pour instaurer le cadre de concertation en vue d'un échange permanent pour matérialiser les recommandations relatives notamment à l'amélioration du processus électoral. En y réfléchissant, la CENI donne quelques propositions, mais est disposée évidemment aussi de voir comment les organisations de la société civile pensent construire ce partenariat entre la CENI et la société civile. Premièrement, il nous semble que les organisations de la société civile réunies en différents groupes thématiques ont un certain nombre de préoccupations qui devraient trouver la place dans ce cadre. Et donc pour cela, la CENI propose plusieurs cadres de concertation en fonction d'un certain nombre de spécificités. Cette initiative est louable, mais ça n'est pas une première. Les activistes de la société civile plaident pour l'efficacité nécessaire pour le reste du processus électoral. Moi je pense cette fois-ci, si nous voulons vraiment organiser des élections dignes de son nom, si nous voulons vraiment maximiser l'implication de la population, il faudrait que nous tous nous soyons sincères, nous tous les acteurs, la CENI, la société civile et tous les acteurs qui interagissent, pour que nous puissions à chaque fois qu'il y a un problème, nous mettre autour d'une table, interagir, donner nos propositions afin que la CENI puisse prendre ça en considération. Les élections devront, selon le compromis des concertations nationales, commencer au niveau local, municipal, urbain avant tout, et avec un préalable sérieux, procéder à la campagne nationale de sensibilisation de tous les textes régissant la Commission électorale nationale indépendante. Dans le même registre, sachez également qu'après la rencontre avec la société civile, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, dirigé par M. l'abbé président Malou Malou, a discuté avec le chef des confessions religieuses pour voir dans quelles mesures accompagner et réussir le processus électoral en République démocratique du Congo. Ainsi que vous le savez, les églises contribuent beaucoup dans l'éducation civique, morale et les citoyens et mobilisent également de moyens pour les élections. Tenez par exemple, ce sont des écoles affiliées aux églises qui souvent servent de bureau de vote. Après leur échange à la maison des élections Alex Kin-Mazière, le chef des confessions religieuses ont réitéré leur engagement à accompagner la CENI. Les directeurs exécutifs du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA qui séjourne en République démocratique du Congo depuis dimanche 6 octobre a fait le tour des différents ministères. Ce lundi 7 octobre 2013, les directeurs exécutifs de l'UNFPA, le docteur Babatunde, a rencontré à tour de rôle les ministres du genre, de la santé, du plan et les autorités de la MONUSCO. Les questions liées à la mortalité maternelle et infantile, les violences faites à la femme et les recensements étaient au centre des échanges qu'il a eu partout où il est passé. Suivez ce reportage en condensé avec Willy Kacha et Dieu merci Nsob Mabiala.
Le séjour du directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population à Kinshasa n'est pas du tout repos. Le docteur Babatunde a débuté sa journée de ce lundi par la visite du travail qu'il a effectué auprès du ministre de la Santé publique. Les questions liées à la planification familiale avec comme implication la mortalité infantile et maternelle ont fait l'objet des entretiens. We identified specific things. En fait, nous avons parlé de la mortalité maternelle. Nous devons œuvrer à stopper la mortalité maternelle. Nous avons parlé de la planification familiale. Nous allons parler de jeunes filles, donc des grossesses précoces. Nous devons œuvrer à ce que les grossesses précoces puissent se terminer. Nous allons œuvrer à ce que les filles aillent et restent à l'école et la formation nécessaire. Nous allons œuvrer pour réduire le taux du VIH. Nous allons faire tout ce qui est de notre pouvoir pour que les filles n'attrapent pas les grossesses. Tout ceci doit se faire dans le contexte de la violence sexuelle et la violence basée sur le genre. They can avoid pregnancy. Après le ministère de la Santé, Cap-Vert, celui du plan, où il a échangé avec le vice-ministre sur l'appui matériel et financier de l'UNFPA au prochain recensement. We just confirmed. Le ministère de plan comprend donc la question de la violence basée sur le genre qui va au-delà des questions des autres violences. De travailler ensemble avec le gouvernement dans le sens à réduire la violence basée sur le genre pour permettre que toute femme et toute jeune fille puisse mener librement ses activités. 3 projets de développement majeurs. Au ministère du genre, famille et enfants, les problèmes liés aux violences sexuelles ont été relevés avec Geneviève Inagossi. La visite consiste donc à aider la RDC sur la voie de la reprise. Nous sommes là pour les aider étape par étape, de sorte qu'ils puissent atteindre les objectifs. La tournée du travail s'est poursuivie à la MONUSCO, mais bien avant, dans la soirée du 6 octobre, le directeur exécutif de l'UNFPA s'était entretenu avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Et puis un geste qui sauve de vie grâce aux fonds récoltés à travers la campagne Alerte Rouge de la société Vodacom Congo qui a procédé le 24 septembre dernier à la remise de dons aux déplacés du camp de Mugunga 1 à Goma dans la province du Nord Kivu. Cet opérateur de téléphonie mobile a aussi construit pour ces vulnérables des cabines téléphoniques gratuites. Commentaire Mamitambo. Un vent nouveau a soufflé le 24 septembre 2013 au camp Mugunga 1 à Goma, au Nord Kivu. La société Vodacom Congo s'est encore rapprochée de déplacés comme acteurs humanitaires sensibles pour leur distribuer des biens non alimentaires composés d'un lot important de bâches pour 2600 tentes, des moustiquaires imprégnés d'insecticides et des couvertures afin de les aider à faire face aux intempéries et au paludisme. Cette première remise s'inscrit dans le cadre de la campagne de collecte de fonds Alerte Rouge. Et grâce à ces fonds récoltés, après l'organisation du Marathon du Cœur à Kinshasa, cette première remise s'inscrit dans le cadre de la campagne de collecte de fonds Alerte Rouge. Et grâce à ces fonds récoltés, après l'organisation du Marathon du Cœur à Kinshasa, 4 abris sous forme de hangars ont été construits dans le site de Mugunga pour les vulnérables avant qu'ils ne soient installés. Vodacom ne pouvait pas se limiter là. En tant qu'opérateur téléphonique, il a aussi construit 2 cabines téléphoniques pour permettre aux déplacés d'appeler gratuitement les membres de famille ou les proches. Au nom de Vodacom Congo, Kalain Tikou, directeur exécutif du Corporate Affairs, parle de cette action sociale. Quelques mois, nous étions venus ici. Nous étions frappés par les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs vivent dans ces camps de déplacés. Et nous avions à l'époque décidé, le directeur général de Vodacom avait décidé de lancer ce programme dit Alerte Rouge. Dans ce programme, comme nous l'avions dit, nous avons 2 volets. Le premier volet est relative à la sensibilisation de la population nationale et de l'opinion internationale sur le drame qui se passe ici à l'Est. Et le deuxième volet, c'était récolter les fonds pour venir en aide à nos frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est la 3e fois que nous retournons ici pour faire un don. Cela signifie que le peu d'argent que nous récoltons à gauche et à droite, nous ne les gardons pas, mais nous les destinons réellement
à nos frères et sœurs. D'autres dons vont suivre d'ici là. Et Vodacom Congo annonce déjà le deuxième marathon du cœur pour janvier 2014 à Lubumbashi, au Katanga. Vous l'avez suivi dans le sommaire, les portes de la 14e session ordinaire du comité des chefs des polices d'Afrique centrale se sont ouvertes ce 7 octobre 2013 dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Cette session qui va se terminer vendredi 11 octobre va leur permettre de définir une politique sous-régionale de la lutte contre la criminalité sur place. Anne-Marie aussi, Patricia Bassois et David Tembeni. Reportage. Face à la criminalité internationale grandissante, à la recrudescence de bandes armées, de passeurs de drogue, trafiquants de femmes et autres criminels, les nations d'Afrique centrale se sont donné rendez-vous à Kinshasa dans le cadre du 14e session ordinaire du comité du chef des polices pour mettre en place une politique transfrontalière capable de mettre hors d'état de nuire ces malfrats. La République démocratique du Congo occupe une position stratégique en Afrique centrale car elle partage une frontière commune longue de 10 300 km avec 9 pays voisins, à savoir l'Angola, la Zambie, la République centrafricaine, la République du Congo, l'Ouganda, le Sud-Soudan, la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. À ce titre, elle est la cible potentielle des criminels internationaux et connaît en interne, outre l'émergence d'une criminalité urbaine violente appelée Kuruna, la criminalité la plus humiliante et la plus horrible en ce 21e siècle, à savoir les violences sexuelles consécutives aux conflits armés récurrents dans sa partie est. Quels sont les thèmes qui seront traités durant ces assises? Nous allons aborder ce que nous appelons la réunion des sous-comités techniques. C'est en fait une réunion qui consiste à baliser l'ensemble des problèmes dont nous allons traiter en termes de thématiques dans les réunions qui suivront le mardi et le mercredi. Et le mardi, qu'est-ce qui se passera? Nous aurons un premier atelier de police judiciaire où on parlera de tout ce qu'il y a comme police judiciaire entre les pays membres du CCPAC. Il faut noter que le comité des chefs de police d'Afrique centrale a pour objectif d'améliorer la coopération entre les services de police des États de l'Afrique centrale et de renforcer leur efficacité dans le domaine de prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière dans la sous-région. Bonjour et bienvenue à Les délégués de la presse aux concertations nationales et les représentants de certains organes des médias se sont réunis ce lundi 7 octobre au restaurant chez Francine à la Gombe. Cette cérémonie a été organisée par le secrétaire général de l'ONG Journalistes en danger, Chivis Chivwadi, pour faire le point et évaluer leur participation aux concertations nationales. Reportage Natacha Bomongo, Lydia Elambo et Jouzen Belebele. Qui ont été adoptées et qui sont très positives pour la presse, puissent effectivement être vite prises. À travers ces concertations nationales, la presse congolaise attend du gouvernement un résultat positif après les recommandations adoptées pour le secteur des médias. Le Conseil national des ONG de la santé a organisé samedi 4 octobre un dernier plaidoyer pour la vaccination des enfants et femmes enceintes de la province de l'Équateur. Cette plaidoyer vise à la baisse du taux de mortalité et morbidité due aux maladies évitables par la vaccination, nous disent Solange Pembele et Patricia Bassois. C'est en dépit de l'engagement du gouvernement relatif aux objectifs du millénaire d'ici 2015 que le président du Conseil national des ONG de la santé, M. Moukinaï Nestor, a mis un accent particulier sur la position dangereuse qu'occupe la RDC à l'échelle mondiale sur le plan vaccinal. Ainsi, cette collecte de fonds selon le CNOS permettra une prise en charge correcte des enfants et des femmes enceintes. La couverture vaccinale étant très faible de soit 42%, elle est loin de la barre de 80% visés par les pères. Ce qui justifie que la poliomyélite et la rougeole qui, jadis, en voie d'éradication, deviennent à nouveau un problème de santé publique majeur suite à la découverte de nouveaux cas de poliovirus sauvages partant des régions frontalières.
Le vice-gouverneur de l'Équateur, Sébastien Peto, a, au nom de l'exécutif provincial, signé un acte d'engagement avec les CNOS en vue de garantir à ses administrés un programme vaccinal complet. À la même occasion, le vice-gouverneur a une fois de plus interpellé les parents qui, pour diverses raisons, refusent parfois de faire vacciner leurs enfants. Nous sommes déjà en train de nous préparer pour le budget de l'État et c'est dans ce cadre-là que nous allons inscrire l'expression, notre volonté de soutenir la jeunesse au budget de l'État. Et nous avons été aussi avec l'Assemblée provinciale représentée par le bureau. Je crois que ça tombe très très bien. Pour conclure, l'assistant s'est fait une idée sur la couverture vaccinale à travers les 69 zones de santé, dont 29 à haut risque. Situation causée par l'inaccessibilité de certains coins du pays et la difficulté de communication. Dans le reste de l'actualité, la société de recrutement et intérim Sodeiko Manpower a apporté son expertise dans la première formation de métier de femmes et filles diplômées à l'ONG CEPAD Congo Pays Action pour les développements, formation prise en charge par la MONUSCO. Samedi 5 octobre, 4 d'entre elles qui se sont distinguées au test des recrutements ont reçu leur attestation des services en présence des journalistes accompagnant le membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était au siège de CEPAD situé à Binzaouzone dans la commune de Ngaliema. Mathieu Ngadipovi, Mamitabou, images et commentaires. Dans le secteur de l'offre de l'emploi en République démocratique du Congo, Sodeiko Manpower s'affirme comme étant un partenaire privé incontournable. Elle a apporté son appui à la première formation de 3 mois des 50 femmes et filles de l'ONG de développement CEPAD en informatique, anglais, marketing et coupé-couture. Ce, grâce au financement de la MONUSCO à travers son projet Impact Rapide. Ainsi, ces apprenantes ont appris un métier capable de les aider à subvenir à leurs besoins. Lors du test, 4 ont été récompensés en emploi décent par la société Sodeiko. Une va travailler comme caissière à la Banque of Africa et 3 autres retenues comme déléguées commerciales à Sodeiko, d'où la remise des attestations de service de main de l'ADG de cette société. La MONUSCO est venue voir la Sodeiko pour que Sodeiko puisse apporter son expertise pour l'encadrement de ces femmes lors de la formation, en leur apprenant par exemple à faire une lettre de motivation, rédiger un CV, mais également à les tester après la formation pour voir quel est leur niveau, pour pouvoir déceler les meilleurs parmi ces femmes. Et c'est ce que nous avons fait. Mais en plus de cela, elles ont eu, grâce à la Sodeiko, l'opportunité, 4 d'entre elles en tout cas, l'opportunité de trouver un travail sur le marché de l'emploi. Et pas un travail à l'avenue du commerce ou autre, mais un travail dans des grandes entreprises de la place. Un tel geste ne peut que réjouir les bénéficiaires et l'organisateur de la formation. J'ai un sentiment de joie que je ne sais même pas comment le manifester. C'est un honneur pour moi. Et la délégation du Conseil de sécurité et les différents partenaires qui sont venus nous visiter pour la remise d'abord des contrats et pour mettre fin aux différentes formations que nous faisons. Un honneur pour moi et un honneur pour les femmes. Première formation de 3 mois des 50 femmes et filles de l'ONG de développement CEPAD en informatique. Mais l'idée, c'était de pouvoir montrer que la MONUSCO est aussi active sur les questions de développement. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée la cérémonie qui a bénéficié de la visite de journalistes venus accompagner les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle, par contre, a besoin d'un soutien financier pour sa prise en charge sanitaire. Elle est orpheline âgée de 3 ans, a perdu sa vue. L'ONGD Orphelinat, la maison de mon père, par l'entremise de son initiateur, l'apôtre Josué Ikoma, a lancé cet appel au micro de Nickel Izanoa, Jouzen Belebele et Sylvain Kapombo Bosengele. Renforcer les liens de solidarité, d'amitié et d'assistance de ses membres, tel est le but principal de l'ONGD Orphelinat, la maison de mon père, ORMAP. Initié par l'apôtre Josué Ikoma, ORMAP lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté afin d'apporter une assistance à cette fillette de 3 ans qui a perdu sa vue depuis l'âge de 2 ans. J'aimerais que les gens m'assistent à travers cette orpheline qui est aveugle et voici même elle a connu des brûlures d'un manque d'encadrement et je suis venu lancer un appel de soutien
une assistance volontaire de toute personne de bonne volonté, politiciens, hommes d'affaires, chrétiens ou païens, de nous accorder l'assistance pour amener l'enfant soit en Afrique du Sud, soit en Suisse, pour prendre les soins appropriés, parce qu'elle ne voit pas à l'âge de 2 ans, elle est déjà aveugle. Elle a maintenant 3 ans, alors je lance un appel pour que les gens nous assistent. Cet état cause énormément du tort à cet enfant qui connaît pas mal d'accidents. Lui venir en aide l'épargnerait d'autres problèmes tels que cette brûlure, pour ne citer que ça. C'est le bruit que vous voyez ici, c'est seulement par manque d'encadrement. Donc elle est allée se jeter sur le feu et elle a connu des brûlures parce qu'elle ne voit plus. Et nous avons le numéro de téléphone ici, l'adresse exacte. Nous avons 09 91 32 94 11. Donc je répète RTL 09 91 32 94. Situé sur la route de Matadi 2, dans la commune d'Engaliema, l'orphelinat, la maison de mon père, s'occupe également de l'hospitalisation, de la nutrition, ainsi que de la scolarisation des orphelins, veuves et toutes les personnes vulnérables. Un mot en éducation dans ce journal. L'Université pédagogique nationale a organisé samedi 5 octobre la soutenance publique de la thèse de Yvan Ghislain Alongo de la faculté des sciences de la motricité humaine, option éducation physique et gestion sportive. Le travail a porté sur l'adaptation à l'entraînement intermittent des handballeurs congolais pendant la période pré-compétitive en milieu littoral atlantique. Popo Ziakiawa et Natacha Bongo pour la suite en images. Cette étude de plus de 400 pages était menée dans le but d'étudier les variations de la composition corporelle et de la capacité physique des handballeurs congolais en phase de préparation au cours de l'entraînement spécifique. Ceci consiste en une musculation continue en milieu littoral et en milieu non littoral. Bref, l'objectif général poursuivi est d'évaluer l'aptitude physique des handballeurs en période pré-compétitive en milieu littoral en se basant sur le temps de travail de pause et les intensités de travail des équipes congolaises. Émotionnés, les récipiendaires expriment son sentiment. Ce grand merci va également à l'endroit de l'école doctorale, à tous ceux qui ont, malgré leurs multiples préoccupations, mis la patte, leur main à la patte, de nous aiguiser, que nous soyons aussi pointus. Terminé, je voudrais dire que la science n'aurait sa raison d'être si l'on ne pouvait pas s'enchevêtrer, se suivre comme les abeilles. Voilà ainsi dit, très grand merci à tout le monde. Après avoir siégé à huis clos, le membre du jury ont donné au récipiendaire la mention grande distinction pour l'obtention du grade de docteur en sciences. Cette même faculté est heureuse de recevoir dans son train de la relève académique le docteur Yvan Ghislain Alongo. Nous allons parler sport. Dans ce journal, le vice-gouverneur de l'Équateur, Sébastien Impeto, a lancé les débuts de la saison sportive 2013-2014 à l'entente provinciale de football de Mbandaka. C'était le week-end dernier au stade Bakoussou. Les détails avec Patrick Borel-Mkendi et Solange Kwale-Pembele. Ils étaient nombreux à remplir le stade Bakoussou de Mbandaka pour assister au lancement officiel du championnat de l'entente provinciale de football de l'Équateur. C'est en présence de quelques membres de l'exécutif provincial et tant d'autres autorités politico-administratives que le vice-gouverneur Sébastien Impeto a donné le coup d'envoi de la saison sportive 2013-2014. Le ministre provincial des Sports, Benjamin Itongi, a dans son mot martelé que l'émergence du sport à l'Équateur demande l'implication de tout le monde. Il fallait faire de cette ouverture de la saison sportive 2013-2014 une solennalité pour faire appel à toutes les consciences en sorte que nous puissions tous mettre la main dans la pâte pour relever le niveau de sport dans notre province. C'est pour cette raison vous avez vu que nous avons annoncé la création d'un comité provincial des sports et en même temps nous avons annoncé et souscrit au panier de solidarité sportive. Mais lorsque nous disons que nous avons annoncé la création d'un comité provincial des sports, avec toutes les attributions que ce comité va avoir, c'est déjà une politique, n'est-ce pas? Et même la création
et la souscription aujourd'hui même d'un panier de solidarité sportive. Si tout le monde prend conscience, je pense que nous allons donner à nos athlètes, à notre sport, des moyens matériels et financiers. Et c'est ça déjà la politique que nous voulons mettre en place pour que nous puissions réussir le pari et le défi de pouvoir élever les niveaux de sport dans la province de l'Équateur. Il a ajouté que la relance du sport fait partie du programme gouvernemental dirigé par lui Alphonse Koya-Gallo. Pour joindre l'utile à l'agréable, une rencontre d'exhibition a mis aux prises le représentant de l'Équateur au préliminaire de la Ligue nationale de football et la sélection de Mbandaka. Score final 2-0 en faveur de la sélection. Sport encore, comme de coutume, les groupes de soutien au tout-puissant Mazembe de l'honorable Denis Chibangou s'étaient massés à l'hôtel Africana Palace pour suivre la rencontre des demi-finales entre Mazembe de la République démocratique du Congo et Stade malien du Mali. Ambiance et réaction pendant et après le match avec Patrick Borel-Mukedi et Ndaye Ilambouchi. Le groupe de soutien au tout-puissant Mazembe, coordonné par l'honorable Denis Chibangou, a suivi attentivement à la télévision une prestation de haute qualité de leur team chéri à l'hôtel Africana Palace, situé sur l'avenue des Huileries. Bien que jouant à domicile dans son stade Omnisport Modibo Keïta, rempli comme un œuf, l'équipe locale du stade malien a tremblé dès le coup d'envoi. Tout a commencé à la 14e minute quand le capitaine Poutumabi, héritant d'un ballon au milieu du terrain, a donné une passe à l'aveuglette aux Zambiens Redford Kalaba pour l'ouverture du score. Le même trésor national est revenu à la charge à la 22e minute pour corser l'addition par un geste d'anthologie appris à l'école de football. Par un sursaut d'orgueil, Kaïta Mori Mankan en a profité à la 26e minute des jeux pour réduire le score à 1-2. Pour le jeu STPM, la qualification doit se confirmer au match retour à domicile. Oui, je sais que c'est un score piège parce qu'avec un but, si l'équipe nous marquait un but chez nous, ça va être une catastrophe pour Mazembe. Mais Mazembe va se préparer en conséquence pour que nous puissions passer directement en finale. Mazembe venait de faire un grand exploit. Nous venons de battre cette équipe à l'extérieur. Mazembe, pour moi, nous sommes déjà en finale. Donc, tel que je vous dis là, Mazembe fait déjà un grand match. Et nous attendons le retour chez nous pour être qualifiés directement en finale. À moins que les Diables s'en mêlent, les hommes du chairman Moïse Katumbi Chapoué ont 70% des chances de jouer la finale de la 10e Coupe de la CAF face à une équipe tunisienne. Nous allons lire la presse, les parutions de journaux de ce lundi 7 octobre. Les titres ont été sélectionnés pour vous par Polydor Ngaziami. Revue de presse. Presque toutes les parutions de ce lundi sont revenues sur les concertations nationales dont les travaux ont été clôturés samedi dernier par le président de la République qui a promis de convoquer incessamment les deux chambres du Parlement afin de répondre aux préoccupations légitimes du peuple. À cette occasion, note les dépêches de Brazzaville, il annoncera des mesures importantes qu'aura à prendre l'exécutif national en réponse aux différentes recommandations formulées par les participants. Il va larguer sa bombe ce jeudi, précise Forum des As. Et à en croire des sources dignes de foi, indique-t-il, des changements sont attendus. Une perestroïka à la congolaise sans pour autant égratigner l'ordre institutionnel existant, c'est-à-dire respect des institutions issues des urnes. Moralité, note le quotidien Forum des As, seul le gouvernement devra connaître des changements. Africa News parle d'un grand chambardement pour le tri-hebdomadaire. Ce sont notamment le gouvernement, les entreprises publiques et la diplomatie qui vont subir les premiers changements pour répondre à l'impératif de la cohésion nationale. Des surprises sont donc attendues de Kabila qui, comme le rappelle la prospérité, les a promises dans son discours de clôture du samedi 5 octobre. Le guide, de son côté, revient sur la question de la formation du gouvernement pour laquelle Kabila devra couper la poire en deux en se choisissant entre l'ouverture et ou un gouvernement d'union nationale. Mais ce qui est sûr, conclut le quotidien, on parlera désormais de la gestion consensuelle. Enfin, le libre débat alerte sur l'assaut final que prépareraient le Rwanda et l'Ouganda à l'est de la RDC.
Selon les informations recueillies par le tri-hebdomadaire, le M23 a mis à contribution 6 bataillons rwandais et ougandais pour venir à ses côtés en vue de lancer les hostilités contre les FARDC. Kampala ne serait qu'une distraction. Bon début de semaine, cette revue de presse est terminée. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain à la même heure et sur la même chaîne. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir prêté votre attention et restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.